Bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie d'être présents et présentes cet après-midi pour que nous puissions aborder ensemble et travailler sur cette mission d'information sur la justice des mineurs qui a été, j'allais dire, décidée il y a quelques semaines par la Commission des lois. Elle est aujourd'hui présidée et co-rapportée par Madame Cécile Untermaier et par moi-même. Nous avons mené un certain nombre, je connais quelques-unes d'entre vous pour, j'allais dire, avoir assisté avec vous en parallèle, j'allais dire, une séance organisée par le ministère de la Justice sur cette question de la justice des mineurs. Et en parallèle, il y a effectivement cette mission d'information qui a été désignée à l'Assemblée nationale. Nous avons procédé, c'était le choix de Cécile Untermaier et moi-même, de procéder à un certain nombre d'auditions, notamment de monsieur Pierre Jogg et de monsieur Rosenweg, afin qu'on puisse avoir un éclairage sur ce vaste sujet qu'est la justice des mineurs. Et nous avons arrêté avant les vacances donc, le choix d'une mission d'information donc, centrée sur la prévention de la délinquance et la récidive des mineurs, afin de traiter 4 grandes problématiques sur lesquelles je souhaiterais pouvoir vous entendre au regard de l'expérience qui est la vôtre. Premièrement, donc, la prévention et le traitement de la primo-délinquance et de la délinquance infrapénale. Deuxièmement, la qualité de la procédure judiciaire et les décisions prononcées. Troisièmement, la pertinence de la prise en charge au regard du profil des mineurs et de leur parcours. Et enfin, la réinsertion, l'accompagnement de la famille et la préparation du passage à la majorité. Donc nous vous remercions d'avoir accepté que nous puissions vous auditionner aujourd'hui. C'est important pour nous d'avoir l'avis du Conseil national des barreaux et de la conférence des bâtonniers et de vous entendre sur ces questions. Vous êtes des praticiens de cette matière et vous certainement beaucoup nous apporter. On fait un constat aujourd'hui, c'est que depuis les années 2000, il y a eu un certain nombre de lois, 4 lois qui sont intervenues pour répondre aux mutations de cette délinquance juvénile. On a créé des centres éducatifs fermés, des établissements pénitentiaires pour mineurs. On a développé les procédures de jugement rapide. Et puis on s'aperçoit que cette justice des mineurs, elle fonctionne plus ou moins bien, notamment en fonction du territoire sur lequel elle est exercée. Vous aurez peut-être un avis sur la question. Donc encore une fois, merci de participer à cette audition. Je passe la parole à Madame Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous tous. Je pense que nous sommes tous heureux de nous retrouver pour discuter de cette question importante et une question d'actualité, puisque vous savez que se profile devant nous une loi de programmation sur la justice et le plan prison qui a été dévoilé au Conseil des ministres permet là aussi d'avoir le sentiment que nous sommes vraiment dans la réalité et l'actualité présente. Alors, je pense que nous avons vraiment besoin de votre éclairage. Nous approchons ce dossier avec beaucoup d'humilité. Je pense que beaucoup de personnes se sont penchées sur ce berceau et on n'a pas toujours trouvé encore les solutions qui sont peut-être celles qui doivent être mises en avant. Et c'est pourquoi, effectivement, tout cet aéropage en fait, d'avocats, je crois, est vraiment très important pour nous d'être auditionnés. Vous nous avez produit un rapport sur l'avocat d'enfants, les avocats d'enfants. Eh bien, nous souhaiterions que vous puissiez nous en parler. Nous avons 1 heure, donc il faut qu'on organise la parole de la manière la plus efficace possible. Voilà, je vous remercie. Et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame rapporteur, Monsieur le Président, à Monsieur de nous recevoir sur ce chantier important de la justice des mineurs, chantier qui, vous avez ici effectivement, comme vous dites, un aéropage de spécialistes, d'avocats impliqués dans la défense des enfants. Nous tenons beaucoup au terme, parce qu'il y a 2 notions essentielles quand on parle des mineurs, une notion pénale et une notion civile. La notion pénale s'intitule actuellement dans la loi, c'est l'ordonnance du 2 février 1945, l'enfance délinquante. Et la notion civile, c'est l'assistance éducative
organisée par l'ordonnance de 1958, qui parle d'enfance en danger. Donc enfance en danger d'un côté, enfance délinquante de l'autre. Et ce sont des termes qui sont pas anodins parce que nous préférons, nous praticiens, le terme d'enfant sur le terme de mineur. Parce que quand on parle d'enfant, on pense à sa propre enfance, à ses propres enfants, et on pense à des mesures de protection avant tout. Et on constate dans la loi actuellement que ce soit la loi pénale ou la loi civile, donc l'enfance délinquante, l'enfance en danger, les termes qui sont utilisés de mesures d'assistance, de protection, d'aide, sont les mêmes. Car c'est le principe de l'éducatif qui doit primer en matière civile, ça va de soi, l'enfance en danger, mais aussi en matière pénale. Donc nous sommes sensibles aux termes et nous tenons à vous faire part du fait que pour nous, la loi fonctionne bien. C'est-à-dire que les lois de protection de l'enfance, la loi pénale, l'ordonnance de 1945, fonctionnent correctement parce que tous les acteurs qui interviennent dans le champ de l'enfance, que ce soit les magistrats, les avocats, les greffiers, les personnels de justice, les éducateurs, sont imprégnés de la même philosophie, qui est cette philosophie qui était posée en 1945 par le législateur, avant même la fin de la guerre, dans un moment particulièrement difficile, où le législateur a considéré que la réponse, il fallait créer une juridiction dédiée pour les mineurs délinquants, une juridiction spécialisée, et que cette juridiction spécialisée devait apporter comme réponse aux infractions, y compris les infractions les plus graves, une réponse éducative. Et dans un deuxième temps, troisième temps, si la mesure éducative n'est pas suffisante, une sanction éducative. Si la sanction éducative n'est pas suffisante, une peine. Mais dans un dernier temps seulement. Je dis ça parce que dans les différents projets qu'il y a eu pour créer un code de justice pénale des mineurs au long des années, il a été parfois question d'inverser les principes et de d'abord une réponse pénale à la délinquance des mineurs pour ensuite parler de l'éducatif. Là, l'ordonnance de 1945, l'article 2, pose l'éducatif avant la réponse pénale. Et cette réponse pénale, elle est graduée pour les infractions les plus graves, lorsque la situation le permet, lorsqu'on connaît le mineur. Et de toute façon, il y a aussi, dans cette réponse pénale, l'excuse de minorité qui permet de dire que la peine encourue par un mineur est égale à la moitié de la peine encourue par un majeur. Alors, ça, c'est trois petits propos liminaires. Et je vous disais que pour nous, la justice pénale des mineurs, et j'ose dire aussi la justice civile, parce que si on réforme la justice des mineurs, l'un ne va pas sans l'autre, parce que ce sont les mêmes problématiques. Les enfants en danger ou les enfants délinquants ont les mêmes problématiques. C'est pour ça que c'est le même magistrat, le juge des enfants. Et c'est unique dans notre droit, parce que c'est une juridiction dérogatoire au droit commun. D'exception, on peut dire. Adaptée. Dans notre droit, c'est le seul magistrat qui existe, qui est à la fois juge civil et juge pénal. Il juge les enfants en danger, les enfants délinquants, les deux. Parce que les problématiques sont les mêmes pour le législateur depuis 1945. Même depuis 1910, c'était la première juridiction des mineurs, elle était ainsi en 1910, consacrée en 1945. Et au plan international, la Convention internationale des droits de l'enfant, en 1989, ratifiée par la France évidemment, 1990, reprend et développe les principes essentiels qui sont contenus dans l'ordonnance de 1945. C'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce n'est pas la Convention internationale des droits du mineur, de l'enfant. Là aussi, j'insiste beaucoup sur les termes. Donc, ce qui est vrai, c'est que l'ordonnance de 1945 est difficile à lire parce qu'elle a été réformée toute une quantité de fois, évidemment, depuis 1945, et que c'est à la fois un texte de fond qui pose les principes qu'on vient de rappeler, et un texte de procédure, puisque dès l'article 4 de la loi, on nous parle de la garde à vue après avoir affirmé les grands principes. Donc c'est un texte compliqué à lire, et s'il doit être modifié, adapté,
codifier, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, nous n'y voyons aucun inconvénient, à la condition que pour nous, tous patriciens, avocats, mais pas seulement avocats, hein, parce qu'on est tous imprégnés de la même philosophie, à la condition que ces principes soient réaffirmés avec force. Dans le dernier État, il y avait eu, sous une législature précédente, un projet de loi qui était très avancé, qui devait être présenté pour les 70 ans de l'ordonnance de 1945, en janvier 2015, et qui n'a pas été compte tenu des circonstances diverses. Et parce que ce n'était pas la priorité absolue du gouvernement à ce moment-là, surtout qu'il y avait eu les attentats, donc ce n'était pas le moment vraiment. Mais ce projet de créer donc le code de justice pénale des mineurs, qui n'a pas été diffusé parce qu'il n'a pas été présenté, mais nous en avons eu connaissance. Voilà. Là aussi, était grosso modo dans la réaffirmation de ces principes, sauf qu'on oubliait le terme d'enfant pour le terme de mineur. Et puis il y avait la création, c'était quand même la principale nouveauté, de la césure. Et je crois que c'est une question qui n'est pas, un sujet qui n'est pas oublié, de la césure du procès, qui est une question qui mérite largement débat et sur lequel chacun a sa position. Sachez simplement que pour nous, la justice des mineurs est peut-être un peu lente, mais toute la justice l'est, pas seulement la justice des mineurs. Néanmoins, nous constatons que lorsque les mineurs sont jugés, et bien que ce soit rapidement après les faits ou longtemps après, la réponse qui est pédagogique donnée par la justice est en général adaptée. Car quand bien même le temps passe, les mineurs n'ont pas oublié lorsqu'ils ont commis des infractions. Et lorsqu'ils commettent plusieurs infractions, celles-ci sont souvent regroupées dans le temps et jugées en même temps. Là aussi, le temps permet de regrouper des affaires et de mieux connaître le mineur et de voir son évolution. Et pour le juger, voir son évolution, c'est très important. Alors, je vais terminer pour laisser la parole aux différents confrères et aux membres du Conseil national des barreaux qui sont là. Moi, je suis en charge donc, du groupe mineur du Conseil national des barreaux parce que j'ai fait partie de la création de l'antenne des mineurs du barreau de Paris il y a 25 ans au moins. C'était un des premiers groupes d'avocats d'enfants créés à Paris. En France, Paris n'était pas le premier, mais presque. Et aujourd'hui, à Paris, ça fonctionne bien avec une antenne des mineurs. Mais au plan national, nous avons toute une série de groupements d'enfants. Les situations sont contrastées selon les barreaux, parce qu'il y a des grands barreaux, des petits barreaux, donc c'est différent. Mais il y a une centaine de groupes d'avocats d'enfants sur 164 barreaux. C'est ça. Donc là aussi, ça fonctionne assez bien avec d'un côté le volet pénal, le volet civil. Vous savez qu'en matière pénale, le mineur doit toujours être assisté, toujours, dès la garde à vue. Depuis le 1er janvier 2017, en garde à vue, c'est assez récent, obligatoirement. Mais à tous les stades de présentation devant un magistrat. En matière d'assistance éducative, ce n'est pas le cas. C'est une faculté, là aussi, ça doit rentrer dans le débat. Parce que le législateur souvent a envie de s'occuper, et c'est normal, de l'assistance éducative. Nous pensons que le rôle de l'avocat est essentiel en assistance éducative aussi, dès le très jeune âge du mineur. Là aussi, ce sont des questions en débat. Ce à quoi nous sommes particulièrement attachés, c'est l'unicité du magistrat, c'est la juridiction dédiée. La juridiction dédiée pour le pénal et pour le civil, car les mineurs en danger sont souvent, presque toujours, les mêmes que les mineurs délinquants. Donc ça, nous y sommes très attachés, des principes très importants. Et nous avons rencontré, avec Corinne Méric du Conseil national des barreaux, la défenseur des enfants, la semaine dernière. Et là aussi, nous partageons exactement les mêmes points de vue, je peux dire. Et nous savons que un sujet d'actualité pourrait très bien motiver le gouvernement à vouloir modifier les textes sur les enfants, sur la protection des mineurs, d'une manière qui ne serait pas adaptée à ce que tous les professionnels de l'enfance pensent, parce qu'une affaire pourrait justifier que tout d'un coup, on s'occupe de créer un code de justice pénale des mineurs avec une réponse pénale avant de s'occuper d'une réponse éducative, à séparer le civil du pénal. Ce sont des choses qui pourraient se produire. L'actualité a fait qu'il y a 3 ans, 4 ans presque, la réforme prévue n'a pas abouti. Elle allait dans
dans un sens favorable, sauf avec des nuances, mais ça pourrait prendre un chemin différent s'il y avait tout d'un coup une actualité qui pouvait influer sur les législations et sur les projets présentés au Parlement. Donc nous tenons à réaffirmer que nous tenons aux principes actuels, nous pensons que la justice fonctionne correctement, elle manque de moyens, elle n'est pas la seule, toute la justice manque de moyens, mais particulièrement la justice des enfants, parce qu'il s'agit d'aider et d'éduquer et de suivre des jeunes. Donc il faut des éducateurs, il faut des services, il faut des centres ouverts, des centres fermés, il faut beaucoup de choses. Et ça coûte évidemment de l'argent. Il y a la prise en charge des mineurs étrangers isolés, qui est un problème pour les départements, nous en avons bien conscience. Et nous avons des groupements d'enfants spécialisés dans cette matière pour suivre ces jeunes, devant les juridictions des mineurs, devant les juridictions administratives lorsque c'est nécessaire. Nous sommes très organisés au plan national pour suivre toutes les situations dans lesquelles les mineurs sont impliqués. Donc nous tenons à ce que les principes auxquels nous tenons, si j'ose dire, répéter, insister, soient maintenus et développés. Parce que la prévention, vous nous avez adressé un questionnaire très précis, merci beaucoup, avec les questions que vous posez sur la prévention de la délinquance et de la récidive. Et nous souhaitons évidemment y participer. Nous sommes des avocats pénalistes pour les mineurs délinquants. Nous faisons notre métier d'avocat avec cette particularité que nous défendons des mineurs, des enfants, et que notre rôle est celui d'un avocat. Mais si ce n'est pas à nous d'être des éducateurs, si ce n'est pas à nous de participer à la prévention de la délinquance, c'est à nous de tout faire dans l'intérêt des mineurs pour les aider à se sortir de leur situation. Et vous savez, dans la pratique, nous, avocats, avec les magistrats, on est dans la même optique. Et quand on parle de la situation d'un jeune, souvent, en tant qu'avocat, nous n'oublions jamais que nous sommes avocats, mais nous proposons des mesures, toujours dans l'intérêt du mineur. Quand on est avocat d'un adulte délinquant, c'est un peu différent, parce qu'on pense d'abord à faire en sorte que ça se passe le mieux pour lui, et donc que la sanction soit la moins importante. Pour un mineur, comme c'est l'éducatif qui prime, nous participons tous à essayer de trouver cette solution éducative qui sera appropriée pour les mineurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, nous allons, je pense, avec chacun aborder les réponses aux questionnaires que vous nous avez adressés. À votre convenance, oui. Oui, donc la formation peut-être des... Voilà, donc on va suivre à plus ou moins le fil du questionnaire, puisqu'effectivement la première question porte sur la formation des avocats. La formation, alors la plupart des barreaux et l'ensemble des grands barreaux de France ont organisé des groupements d'avocats d'enfants spécifiquement formés à la justice des mineurs, au civil et au pénal, sous l'égide du CNB. Alors les barreaux étaient peut-être partis au départ, chacun a organisé la défense, les groupements et la défense des mineurs. Le CNB, de son côté, qui regroupe, qui chapeaute un peu l'ensemble, a rédigé une charte dont beaucoup de barreaux se sont inspirés largement, qui lie les barreaux, le parquet et le TGI, et qui organise donc le parcours du mineur, des avocats, des magistrats, etc., et la formation des avocats qui doivent effectuer un certain nombre d'heures minimales qui varient selon les barreaux avant d'intégrer un groupement d'avocats d'enfants. Je ne sais pas si le barreau de Paris, dont je ne fais pas partie, peut avoir peut-être des particularismes, je ne sais pas, ils m'interrompront. En tout cas, c'est voilà. Généralement, un nombre d'heures minimales qui varie de 12 heures, 20 heures ou plus à effectuer avant d'intégrer le groupement d'avocats d'enfants. Et puis une formation continue au cours de l'année en matière pénale, en matière civile, puisque l'avocat, mon confrère Étienne Lesage disait que nous étions avocats pénalistes, nous sommes aussi avocats civilistes, puisque voilà, toute la partie, la dimension assistance éducative qui est extrêmement importante et qui concerne parfois les mêmes enfants et qui voilà.
Le CNB a établi donc une charte, un logo également, qui est un visuel qui peut apparaître sur les affiches des avocats des barreaux et du groupement d'avocats d'enfants de chaque barreau. Alors je ne l'ai pas ici. Je ne sais pas si quelqu'un l'a amené, je n'ai pas pensé, mais enfin bon, voilà. C'est un logo qui est assez parlant, avec un avocat, un adolescent avec la casquette retournée et un plus petit, voilà, un jeune enfant. Puisqu'effectivement, des affiches sont très souvent apposées dans les barreaux à destination des justiciables, les informant qu'ils peuvent solliciter l'antenne des mineurs de chaque barreau pour avoir la désignation de tel ou tel avocat, puisque le libre choix de l'avocat, en l'occurrence, existe aussi quand bien même il serait rétribué au titre de la commission d'office ou de l'aide juridictionnelle. Des permanences sont fréquemment assurées aussi dans les barreaux à destination des enfants, souvent le mercredi après-midi, afin de répondre, ou dans les écoles. À Bobigny, nous avions instauré des bons de consultation qui étaient financés par les CDAD et qui permettent à des... Alors, ça n'a pas concerné énormément d'enfants, mais enfin des enfants qui en éprouvaient le besoin et qui avaient été informés pouvaient prendre contact avec l'avocat de leur secteur pour éviter qu'il n'ait de grands déplacements à effectuer et poser les questions qu'ils souhaitaient sans avoir à débourser le moindre centime, ce qui participe de la prévention qui semble préoccuper effectivement beaucoup votre mission d'information, et à juste titre, hein, de la prévention, donc de l'information, et parfois dénouer des conflits familiaux ou des difficultés qui se présentent à eux et les diriger. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a des questions que vous souhaiteriez poser sur la question. Oui, bonjour. Il y avait la question numéro 2 qui concernait les infractions infrapénales. Et nous, on s'est posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'était qu'une infraction infrapénale. Si on pouvait avoir une précision s'agissant de la notion d'infrapénale. Ça veut dire celles qui font l'objet en fait d'alternatives aux poursuites. C'est celles que vous visez dans infrapénale. C'est ça ? C'est ça. Alors, il faut savoir que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infractions, enfin d'actes commis par les mineurs qui ne sont pas finalement vus par le juge des enfants, mais qui sont traités directement par le parquet. Et du reste, quand on voit le nombre d'infractions, plus de la moitié est gérée directement par le parquet. Voilà, donc plus de la moitié. De sorte que nous, on n'intervient pas du tout, les avocats, dans cette matière-là, on n'intervient pas. La seule réflexion dans le groupement auquel j'appartiens, donc de l'antenne des mineurs, s'agissant des infractions infrapénales, c'est que parfois, peut-être que le rôle éducatif et peut-être préventif n'est pas pertinent. Et notamment, une de nos consoeurs a rappelé que les rappels à la loi, puisque c'est de ça dont on parle, qui sont faits à l'issue d'une garde à vue qui a duré longtemps, quand le mineur est fatigué, quand l'enfant est fatigué par un OPJ au commissariat, on peut dire que ça sert à zéro, à mon sens. Et que si on veut effectivement qu'il y ait quelque chose de préventif lorsque pour la première fois, un jeune est confronté à un commissariat, à un OPJ, à une procédure pénale, à une garde à vue. Peut-être que ce qui serait plus judicieux, c'est d'attendre un délai pour un rappel à la loi, et peut-être que ça soit fait dans le cadre plus éducatif, parce que aujourd'hui, ce qui est le plus courant, c'est ces rappels à la loi un peu secs faits par les OPJ. Peut-être qu'un rappel à la loi à décaler et devant un délégué du procureur en expliquant davantage les choses, ce serait beaucoup plus pertinent. S'agissant de la garde à vue, puisque c'est la question qui suit, nous on considère que les avocats, rien n'est pédagogique ou peut être préventif. Le rôle de l'avocat en garde à vue, il n'a pas un rôle pour éviter... Il faut savoir quand même que la garde à vue, elle répond à des exigences du code de procédure pénale stricte, et nous, en tant qu'avocats, on doit déjà vérifier si on est dans une situation qui nécessiterait le placement en garde à vue. À ce stade de la procédure... voilà, l'éducatif, le préventif, il n'y a rien de tout ça. Donc, je ne pense pas qu'on puisse associer la garde à vue et quelque chose d'éducatif ou qui aurait un rôle dans la prévention. Comme on a peu de temps et qu'on est nombreux, on a beaucoup de choses à dire. On a rempli ce questionnaire. Si vous avez des questions, alors moi, je suis avocate de terrain, je suis responsable du groupe de l'antenne des mineurs, du groupe pénal. Et mon quotidien, en fait, c'est en permanence d'être devant le juge des enfants. Et je suis également très attachée aux principes rappelés par Étienne Lesage. Je trouve que ça fonctionne bien, même s'il manque des moyens. La primauté de l'éducatif, c'est indispensable. Et s'il y a de la prévention à mettre pour éviter justement le passage à l'acte, pour moi,
ça serait plutôt à l'école, avec des avocats qui peuvent être présents à l'école. Au conseil de discipline, il m'apparaît indispensable lorsqu'il y a une possibilité d'exclusion d'un enfant que le droit et qu'un avocat soit présent, parce que c'est là qu'il me semble qu'il y a des signaux d'alerte importants qui sont faits. Et je pense qu'il faudrait peut-être avoir des partenariats entre Barreau de Paris, même s'il y a des associations comme Initia Droit ou dans le cadre du Festival du film judiciaire, il faudrait développer toutes ces actions dans le cadre d'une prévention. Je vais laisser la parole à mes autres confrères, puisque nous sommes nombreux. Juste une précision à propos de la garde à vue, peut-être que aussi, ça pourrait être voté dans les suggestions à la fin, imposer aussi l'avocat pour les auditions libres. Les auditions libres, puisqu'effectivement l'avocat n'est pas obligatoire à ce stade-là, et ça pourrait être utile pour expliquer ce qui se passe aux jeunes qui se présentent. Bonjour, Monsieur le Président, chers confrères, Madame le rapporteur, Mesdames, Messieurs. Merci d'entendre les avocats aujourd'hui. Je précise juste, je ne voudrais pas usurper un titre que je n'ai pas, que je ne suis pas membre de la conférence des bâtonniers, mais simple avocat à l'antenne des mineurs et co-responsable du pôle mineur isolé étranger, un titre que j'interviens aujourd'hui, que pendant le week-end, avec d'autres, puisque nous sommes très favorables à la démocratie participative, nous avons rempli votre questionnaire aussi vite que possible. Aujourd'hui, on voulait vous présenter donc effectivement un condensé. Nous sommes tous d'accord à l'antenne des mineurs du barreau de Paris, parce que je ne peux pas parler pour les autres confrères de France, où nous sommes donc 150 à l'antenne des mineurs. Nous sommes tous d'accord pour dire que les textes actuels, comme le disait mon confrère Étienne Lesage, sont suffisants. On a un éventail de mesures presque parfois trop important. Il n'y a qu'à penser à des termes que les jeunes parfois ne comprennent pas eux-mêmes, entre admonestation, avertissement, etc. Et plutôt plus que pas assez. Ce qui nous manque vraiment, c'est effectivement la mise en application. C'est la mise en pratique. Ce sont évidemment toujours, comme toujours, les moyens, c'est-à-dire les moyens, puisque vous êtes concentré, c'est une très bonne chose, sur la prévention de la délinquance et de la récidive. C'est bien sûr les moyens de prévention qui sont à la fois en éducatif, comme Laurence le disait, dès l'école. Dans la santé, on a des vrais problèmes de manque de prise en charge des troubles psychiatriques, psychologiques, des vrais problèmes de prise en charge des troubles d'addiction. Et effectivement, au niveau de la justice, il serait utile de pouvoir mettre en œuvre, parce que nous, notre quotidien, c'est cela. C'est des jeunes pour lesquels le juge des enfants va ordonner des mesures éducatives ou répressives, et où malheureusement, les mois passent sans que cela puisse être mis en œuvre, malgré toute la bonne volonté, notamment des éducateurs qui font un travail exceptionnel sur le terrain, mais qui manquent de moyens, qui manquent de personnes. Parfois, on n'a pas assez de qualité, parfois, il manque aussi de la quantité. Mais c'est ça la difficulté, c'est le jeune qui a eu une mesure et qui 3 ou 6 mois après revient devant le tribunal, on lui dit « mais alors, votre mesure éducative, je ne l'ai pas mise en œuvre parce que, effectivement, on a un petit peu du mal à le croire. » Mais c'est vrai, c'est pas forcément de la faute du jeune, c'est que parfois l'éducateur n'a pas pu le contacter et que toutes ces mesures n'ont pas pu être mises en œuvre. Et c'est un énorme gâchis, puisqu'effectivement, ces jeunes, on sait que pour nous, 6 mois, c'est beaucoup, mais 6 mois dans la vie de quelqu'un qui a 13, 14 ou 15 ans, c'est encore beaucoup plus long. Et c'est là qu'on se dit qu'il pourrait être très utile en amont, bien avant, et je rebondis sur la garde à vue, mesure de prévention. Effectivement, c'est un non-sens. Quand on en est en garde à vue, c'est déjà un échec, un constat d'échec de la part des adultes qui entourent de la société. On ne devrait pas arriver en garde à vue. On devrait, dès le problème de déscolarisation, on sait que c'est toujours un indice fort, on devrait pouvoir soutenir les familles. Ça, c'est difficile, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour les familles d'avoir quelqu'un qui rentre chez eux et qui les critique, parce qu'on a aussi ce côté un petit peu des éducateurs qui parfois rentrent dans l'intime des gens et on leur donne des leçons, mais ça c'est quelque chose là je parlais de la qualité, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, qu'on devrait faire pour aider ces jeunes. Il nous manque les moyens de mise en œuvre, et en tant qu'avocat, souvent on se dit que quelque chose qui serait très très utile concrètement, c'est de favoriser tout ce qui est mesure de médiation, tout ce qui est justice réparatrice. Alors évidemment, on n'invente rien, depuis Jean Ancel, on en parle, on n'en est toujours pas au même point, on a fait beaucoup de progrès, mais quand on voit par exemple les expériences menées au Canada, les expériences menées dans les pays scandinaves, tout ce qui est réparateur, déjà dans l'éducation, on le sait, on interdit en France, et fort heureusement, les gifles, les traitements physiques contre nos propres enfants, et c'est une bonne chose. On le sait que ça n'aide personne d'être puni s'il n'y a pas une réparation derrière. Et pas l'éducation, pareil dans la justice. Un jeune à qui, on le voit,
un jeune j'en ai eu 2 il n'y a pas longtemps, qui ont agressé une vieille dame de 80 ans. 1 an après, ils arrivent devant le tribunal pour enfants et ils découvrent à ce moment-là à quel point cette dame a vraiment été très choquée. Cette dame n'osait plus sortir de chez elle, etc. S'il y avait eu une médiation avant, eux-mêmes, vraiment, en toute honnêteté, ils étaient effarés. Pour eux, c'était une dame, pour ne pas dire une vieille, et ils n'avaient pas du tout conscience. Et tout de suite à l'audience, et c'était vraiment spontané, honnête de leur part, j'en suis convaincue, ils ont dit, mais on ne savait pas. Est-ce qu'on peut venir vous aider à porter vos courses? Parce qu'elle s'était quand même fait fracturer le col du fémur dans l'agression. Ils n'en avaient pas conscience, on leur avait pas expliqué. Donc tout ça, cette explication du passage à l'acte, là je parle plus de préventif, mais c'est vrai que aussi dans la mise en œuvre après, je pense que la médiation serait très importante, tout ce qui est mesure réparatrice, et je pense que nous, avocats, si je peux me permettre, on a un rôle à jouer parce qu'on est souvent le fil rouge, pour reprendre une expression que Madame Dominique Attias emploie souvent, le fil rouge dans la vie du jeune, parce qu'on a des éducateurs qui changent, on a des juges qui changent. L'avocat reste souvent le même si on arrive à mettre en place le principe, ce qui n'est pas toujours évident, de un enfant égale un avocat, parce que c'est vrai qu'on a un rôle à jouer et que on serait tout à fait partant, je pense tout le monde est d'accord là-dessus, pour participer davantage à cette justice réparatrice, pour organiser, faire des médiations entre la victime, les auteurs, etc. Évidemment, je voudrais laisser encore quelques minutes à mes confrères. Je dois faire un point sur les mineurs isolés étrangers en tant que co-responsable du pôle à Paris. Ce sont ceux qui sont les plus vulnérables dans toute cette justice, et ce sont ceux qui subissent le plus gravement les conséquences des manques de moyens. Parce qu'effectivement, on va toujours les oublier davantage. Ils vont encore moins que les autres avoir un seul avocat, et ils vont être seuls en prison. Ils vont sortir en sortie sèche. On va les laisser sortir à de Fleury-Mérogis, puisque personne ne vient les chercher. Ben, on les laisse sortir en dernier. Ils sont dehors à minuit. Il n'y a pas de transport collectif à ce moment-là. Il nous manque là aussi cruellement des mesures de prise en charge, des mesures de suivi éducatif. Et je vais m'arrêter là mais je reste à votre entière disposition pour toute autre question sur ces sujets. Bonjour, j'interviens au nom de la conférence des bâtonniers, mais surtout en qualité d'ancien bâtonnier du barreau de l'Essonne, puisque nous avons été le premier barreau de France à créer une antenne mineure sur un département qui était largement concerné par la délinquance des mineurs. Nous avions fait à l'époque le constat qu'il fallait travailler non pas simplement avec la juridiction, mais avec les instances qui étaient en charge de l'enfance en danger, à savoir les conseils généraux à l'époque, aujourd'hui conseils départementaux. Donc nous avons eu un partenariat immédiat avec le conseil général à l'époque. Ça fait maintenant 30 ans que ce partenariat a été mis en place et perdure. Et nous travaillons donc de concert avec autrefois la DAS, aujourd'hui l'ASE. Et ce partenariat nous permet de travailler sur la globalité de l'enfant. Et effectivement, il est important de retenir ce terme d'enfant et non pas de mineur, puisque les départements ont la charge de la protection des enfants et nous travaillons en globalité avec le département sur cette protection. Pour en revenir à ce qu'a dit mon confrère tout à l'heure, c'est vrai que la juridiction dédiée aux mineurs est une juridiction qui fonctionne bien, qu'il faut à tout prix conserver avec sa spécificité. Un avocat, un mineur, c'est quelque chose qui fonctionne à fond. Alors on peut nous dire que c'est quand même mettre des moyens exceptionnels que de dédier un avocat à un mineur, mais on s'aperçoit que l'enfance en danger et l'enfance délinquante, elle suit la même voie, à savoir qu'on peut, dès qu'on a des enfants en danger, se dire qu'à un moment ou à un autre, ils apparaîtront devant le tribunal, non plus en assistance éducative pour une mesure d'assistance civile, mais malheureusement en juridiction de répression. Et le système que nous avons en place au niveau de notre juridiction fonctionne bien, puisque nos avocats sont formés à cette défense à la fois civile et à la fois pénale, que toutes les mesures alternatives leur sont enseignées, ce qui fait que lorsqu'ils sont devant le magistrat spécialisé des mineurs, le juge pour enfants ou le
tribunal pour enfants. Il participe à l'œuvre de justice en invoquant un certain nombre de sanctions qui peuvent être tentées, mises en place, si tant est qu'on puisse après derrière avoir les moyens en matière de PJJ et d'éducateurs et ne pas revenir 6 mois après en s'apercevant que le jeune a été laissé dans la nature. Mais on travaille de concert. Et comme m'a dit mon confrère, cette ordonnance de 45, elle est là. Elle fonctionne, on a les moyens. J'ai à votre disposition la liste de toutes les mesures alternatives que justement on pratique et qu'on suggère à nos avocats de tenter d'obtenir des magistrats pour la mise en place. Et vous verrez que si déjà on appliquait toutes ces mesures au quotidien, on n'aurait pas besoin de réformer encore cette ordonnance de 45 puisqu'elle existe, elle est là et elle peut très bien fonctionner. Y ajouter des moyens serait, à l'heure actuelle, la solution. Non, oui, on a repris dans la loi de 45 toutes les mesures et on enseigne ça à tous les avocats qui entrent dans la commission mineure au titre de leur formation. Chaque barreau a ça, pour reprendre sur ce point de la formation des avocats, chaque barreau, puisque vous savez que les avocats pour les mineurs interviennent toujours au titre de l'aide juridictionnelle, et qui est de droit. Évidemment, il n'est pas question de ressources, puisque par définition, les mineurs n'en ont pas, mais quelles que soient les ressources de leurs parents, le mineur est assisté. Et les avocats qui sont formés à cela, chaque barreau a son système de formation. Dans les Essonnes, c'est très bien organisé. À Paris, c'est aussi très bien organisé. C'est une formation très poussée, formation continue, avec des heures de formation théorique, des heures de formation pratique, où chaque avocat va suivre un avocat chevronné du groupe mineur, de l'antenne des mineurs à Paris, pendant les différentes audiences civiles et pénales, les différentes présentations qui existent en matière pénale, déferment, convocation, jugement. Et ensuite, ces avocats ont un entretien avec un jury pour qu'on vérifie à la fois leur motivation et leurs compétences. Voilà. Donc les groupements, à Paris et ailleurs, sont aussi assez bien. Il y a des particularités dans certains barreaux. Les avocats des groupes mineurs ne font pas l'assistance éducative. Il n'y a pas une unité absolue selon les différents barreaux, mais en moyenne, ça fonctionne bien et c'est pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, parce que c'est la loi qui prévoit, bien entendu. Mais c'est aussi à la charge des barreaux. Et chaque barreau, en ayant c'est l'accès au droit, en ayant son organisation propre, ses salariés dédiés, les avocats prennent en charge, évidemment, l'organisation matérielle, pratique, administrative de ces groupements d'enfants. Donc c'est aussi une charge lourde qui est à notre charge et que nous finançons. Voilà. Et c'est important de le rappeler parce que nous participons largement à ce financement global de la protection de l'enfance et de la défense des mineurs. Je vous remercie. J'aimerais vous entendre peut-être dans le temps qui nous est encore imparti. Après, je passerai peut-être la parole à mes collègues. Vous savez, quelques spécialistes de droit des enfants aussi qui sont parmi nous, le barreau de Marseille, et également confrères et collègues. Moi, j'aimerais vous entendre peut-être sur les questions de procédure. Alors, on a entendu ce que vous avez dit. Il y a un éventail de mesures éducatives qui semblent satisfaisants. Globalement, vous nous dites... ça fonctionne plutôt bien. J'aimerais, moi, que vous puissiez peut-être évoquer un peu cette procédure devant le juge des enfants. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer selon nous? Est-ce qu'on a beaucoup parlé de cette césure? Est-ce que selon vous, c'est une bonne chose, pas une bonne chose? Voilà, j'aimerais vous entendre un peu sur ces aspects-là. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Sur les mesures, peut-être on a dit que tout était suffisant, mais en fait, en y réfléchissant, je m'aperçois que peut-être on pourrait trouver et innover en matière de mesures alternatives à l'incarcération.
Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a le contrôle judiciaire, qui s'il n'est pas respecté, on peut penser au CER, qui s'il n'est pas respecté, on va passer au CEF, et puis c'est l'incarcération. Et parfois, voilà, c'est le CER, le CEF, ça ne va pas être suffisant, et il faut innover quand on a des personnalités un petit peu compliquées sur quelque chose d'autre pour désengorger notamment l'incarcération, et notamment l'incarcération des mineurs. Ça, il faut être innovant, et il y a peut-être des choses à trouver et à améliorer sur des lieux alternatifs à l'incarcération qui ne soient pas ni un CER ni un CEF. Sur la césure du procès pénal en matière de mineurs, je ne vois pas vraiment l'intérêt, même si on n'a pas de la pratique à Paris, puisqu'à Paris, ça ne se pratique pas. Parce qu'on s'est rendu compte, et quand même c'est un peu l'idée du texte de 45, c'est qu'il faut du temps. Et qu'avoir dans un premier temps une décision sur la culpabilité immédiate, c'est un peu dommage parce que nous, on a besoin de temps, et les éducateurs aussi, pour faire avancer le mineur sur son positionnement. Et calquer une mesure comme en comparution immédiate où il y aurait une infraction et hop, un passage devant un tribunal parce que c'est important qu'il y ait une rapidité, ça ne me semble pas judicieux dans l'intérêt du mineur parce que la rapidité, pour le mineur, ça ne fonctionne pas forcément et il y a tout ce travail éducatif qui doit se faire. Donc la césure, pourquoi prononcer la culpabilité et prononcer une sanction après alors que sur la culpabilité qu'il ne reconnaît pas, c'est compliqué, quoi. Autant prendre du temps, autant qu'il assume ses actes, ce qu'on arrive à faire en fait. Hein. Quand on suit le mineur, il peut, dans le moment de la garde à vue, avoir dit non, c'est pas moi, on peut lui expliquer les choses, et puis devant le magistrat instructeur, il va dire bon, ben, je reconnais les faits, effectivement, j'aurais pas dû, etc. Et je pense que c'est important de laisser du temps. Donc là, pour moi, la césure du procès pénal en matière de délinquance des enfants, ça me paraît pas judicieux, mais c'est une position qui est personnelle. Et en plus, comme on n'a pas la pratique à Paris, je peux pas vous dire quelle est mon expérience, parce que c'est pas ce qui se pratique. Voilà. Si je peux me permettre, je voudrais ajouter par ailleurs que on manque aussi d'informations. Quand je disais tout à l'heure, il existe des mesures, mais nous, avocats, on n'a pas la connaissance, et les éducateurs manifestement pas toujours non plus, de toutes les associations qui existent et qui mettent en œuvre ces structures. Et parfois, nous, on pourrait aussi, en tant qu'avocat, être force de proposition. On aimerait pouvoir arriver parfois à l'audience en disant ah bah il y a la consultation addictologie de ta. Nous, on connaît souvent celle de Parc Monceau, par exemple, mais on n'a pas l'information assez complète sur ce qui existe réellement. Et on sait aussi que la PJJ manque cruellement de moyens d'eux-mêmes. On manque aussi d'informations. On a le dossier unique de personnalité qui existe. En réalité, dans les faits, on en a rarement vu réellement au tribunal, même au TGI de Paris. Consulter le DUP, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Ça, c'est peut-être de notre faute, mais le fait est que même quand on le demande, souvent, il n'existe pas. Et donc, il y a des choses qui sont mises en place qu'on ne connaît pas, des choses qui pourraient être mises en place dont on n'a pas, sur lesquelles on n'a pas assez d'informations. Il est clair que tout ce qui est mesures réparatrices, comme j'ai dit tout à l'heure, comme TIGE, etc., ce sont des choses très bénéfiques. Et quand on s'est mis en place, parfois il y a par exemple des stages même au sein de la police, ça change tout pour le jeune qui va dans un premier temps être recroquevillé, un peu braqué dans une situation qui peut se transformer en haine contre l'autorité, de le faire participer, de lui faire comprendre ce qui se passe. Ça nous manque beaucoup, ça existe. Donc je ne pense pas, en toute modestie, qu'il faille que la loi soit changée, mais encore une fois, qu'on applique ce qui existe déjà et qu'on en ait une connaissance meilleure. Juste pour rajouter que cette absence de visibilité, elle vaut aussi pour le magistrat. C'est-à-dire que le magistrat, il n'a pas connaissance, par exemple, de combien de jeunes sont dans tel CEF, s'il y a de la place dans tel CER. Et voilà, et que je pense que c'est quand même utile de savoir en temps réel ce qui se passe. Alors, ce que peuvent dire les directeurs de CEF, parce que moi j'ai déjà discuté avec eux, c'est par exemple de dire oui, mais nous on prend que certains profils. Et donc il y a cette discussion sur un peu le choix de celui qui va être placé dans un CEF. Et un exemple, moi, tout à fait récent, c'est que j'ai un jeune qui a été placé dans un CEF. Pendant 3 mois, il était seul, alors que ça avait 12 places. Et que dans le même temps, on plaçait en détention en disant qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté de savoir, la réalité des places disponibles, et 2, la situation qui se profile dans le cadre d'un autre dossier où on a dû placer en détention parce qu'on ne trouvait pas de place. Comment ça se fait qu'on ne trouve pas de place alors que le CEF était vide, vous voyez ? Vous posez une question, à mon avis, vous relevez quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, dans le cadre de la discussion de la loi de 2016, on avait évoqué l'idée d'un numerus clausus dans les prisons.
C'est-à-dire que lorsque l'on incarcère, on sait qu'on doit libérer une place parce que la prison est pleine. Et je crois qu'effectivement, le juge ne peut pas s'abstraire du contexte dans lequel la peine est prononcée. Et ça me paraît, c'est un principe de réalité en quelque sorte qui doit rattraper le juge au moment de l'édiction de la peine. Madame la députée, ça ne se passe pas comme cela, parce que quand les magistrats incarcèrent, effectivement, qu'ils prennent une décision de détention, la prison ne va pas dire il n'y a pas de place. La prison accueille. Pour les centres éducatifs renforcés, les centres éducatifs fermés pour les mineurs, c'est différent parce que c'est le directeur d'établissement qui va dire s'il y a une place ou s'il n'y a pas de place, et s'il accepte le jeune en fonction de son profil. Donc là, les établissements décident, avec les éducateurs qui les contactent, d'accepter ou non un jeune. On déplore aussi beaucoup les conditions de détention. Ça ne vaut pas pour les mineurs, parce que pour les mineurs, le principe de l'encellulement individuel est assuré. Parce qu'ils ne sont pas, heureusement, si nombreux. Mais pour les majeurs, ça fait combien d'années que la loi prévoit l'encellulement individuel et qu'il n'existe pas? À Fresnes, ils sont 3 par cellule, voire 4. Non, mais j'ai dit à Fresnes parce que c'est une des plus anciennes prisons de France. Et que c'est un exemple, mais pas qu'à Fresnes. Et donc, il n'y a pas de... C'est une question de moyens, c'est une question d'organisation. Mais ça, il y a les vœux que l'on peut émettre, il y a la loi, mais même la loi, là, est impuissante. Pour revenir sur... Pour revenir sur ce qu'on avait évoqué au début de nos discussions, entre l'enfance en danger et l'enfance délinquante, l'enfance en danger se pose le même problème pour le juge pour enfants. Lorsque, quelquefois, vous voyez des juges pour enfants qui, au vu d'une situation qui leur est présentée en présence des parents, des enfants, les éducateurs sont présents et tout le monde converge vers l'idée qu'il faut un placement en urgence parce que l'enfant est vraiment en danger en restant dans son foyer familial, le juge ordonne le placement, mais il n'y a pas de place. Donc les parents repartent avec l'enfant et puis brutalement, 2 mois après, il y a une place qui se libère, on va venir leur arracher l'enfant. Donc si vous voulez, entre le moment de la décision de justice qui pourrait être expliquée, comprise par les parents, et le moment où on va leur arracher l'enfant, il y a tout le travail qui a pu être fait avant est perdu. Et c'est la même chose que lorsqu'on ne sait pas s'il y a des places en prison ou en CER ou en centre fermé. C'est vraiment un manque de moyens de partout. Il y a un manque de moyens et je pense aussi à un manque, si vous voulez, d'appréciation globale. Il y a un principe de réalité qui doit, à mon sens, rappeler le juge aussi, quoi, en termes de temps et en termes de contexte possible. Je crois que c'est une idée que nous avions essayé de faire mûrir en 2016 et qui doit évoluer. Mes chers collègues, ouais. Merci. Tout d'abord, merci pour vos observations. Dans beaucoup d'entre elles, je me retrouve. Alors, je suis loin d'être une spécialiste, évidemment, mais j'ai intégré au barreau de Marseille la liste enfants. Je ne suis plus depuis le début de mon mandat, mais je crois avoir été confrontée à certaines problématiques. Je voudrais revenir sur un aspect que moi, je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup découvrir dans l'exercice de ma profession, c'est l'aspect préventif qui a été évoqué, notamment le lien avec les écoles qui m'intéresse beaucoup. À deux égards, celui d'abord de l'accès au droit, de l'information des mineurs. Il y a aussi, on peut parler de l'enfance en danger. J'étais il y a peu de temps dans une école et je voyais des enseignants qui sont totalement démunis. Je crois qu'il y aurait vraiment peut-être des choses à mettre en œuvre avec les barreaux et j'aimerais savoir quelles seraient un petit peu vos propositions en la matière et dans quel cadre peut-être la loi ou comment on pourrait vous aider dans cet aspect-là. Sur l'aspect préventif, c'est vrai qu'on évoquait les rappels à la loi, il y en a beaucoup et je crois qu'il faut rappeler, et je tiens à le rappeler, c'est que mes chiffres sont très approximatifs, c'est qu'en moyenne, sur les mineurs, de façon générale, les enfants, 70% sont amenés à un jour transgresser une loi. C'est des chiffres que je n'ai pas vérifiés, mais en tout cas qui m'ont été rapportés, ce qui rappelle que la plupart des mineurs qui se viennent devant un policier, se retrouvent devant un policier, ne reviendront jamais. Et qu'on a affaire, je crois, quand on parle de mineurs délinquants, quand même à une minorité, et sur lesquels c'est sur cela qu'il faut concentrer aussi les efforts de prévention. Je crois qu'il y a la phase prévention de manière générale, repérer les difficultés scolaires, mais il y a aussi cet aspect-là. C'est vrai que
Je vois où vous voulez en venir par rapport au délégué du procureur. Est-ce que vous pensez que c'est des mesures réalisables? Et au-delà de cet aspect rappel à la loi, justement, dans ce lien des barreaux avec les écoles, mais également, pourquoi pas, avec les centres sociaux, enfin, j'aimerais bien voir un peu ce que vous en pensez, ce qui pourrait vraiment, de manière concrète, être mis en œuvre. J'ai 2 autres questions. Une très rapide sur la justice réparative, qui est un sujet très intéressant. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en France, ne serait-ce qu'à titre expérimental, des expériences du genre? Parce que j'avais rencontré l'AVAD qui m'a dit qu'en tout cas avec des majeurs c'était de plus en plus déployé. Est-ce que pour les mineurs on a un exemple en France où ça aurait été mis en œuvre? Non. D'accord. Et la dernière question, je m'arrêterai là parce que le temps passe et je ne peux pas monopoliser la parole, c'est la problématique des mineurs dont on ne sait pas vraiment s'ils sont mineurs, et c'est souvent les mineurs isolés. J'aimerais vraiment avoir vos observations sur ce sujet parce que c'est un sujet qui fait débat. On est souvent interpellé par les policiers sur cette thématique, donc j'aimerais bien avoir votre éclairage sur ce point. Je vous remercie. Je veux bien intervenir pour l'école, pour les expériences au niveau de l'école. Alors effectivement, c'est sur ce domaine-là que notre rôle est important. Et d'ailleurs, je vous indique que le CNB, en accord et en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, va organiser le 4 octobre prochain une journée nationale pour les classes de 5e des avocats dans l'école. Donc, c'est quelque chose qui va commencer, on va commencer à entrer dans les écoles, mais il y a déjà des initiatives qui sont faites, puisque le barreau de Paris avait créé il y a quelques années, mais je laisserai ma consoeur en parler, Initia Droit, qui des avocats se rendent dans les écoles et font du travail avec les enseignants et les élèves. Pour en revenir à ma chapelle, au niveau de mon département, nous avons organisé avec le conseil départemental de l'accès au droit, il y a un CDAD dans chaque département, et nous avons organisé depuis maintenant 3 ans, en accord avec l'inspection académique qui a été tout de suite partante et qui a mis les moyens pour organiser ce concours. Nous faisons un concours d'éloquence tous les ans. Alors, dans un premier temps, on avait décidé de le faire en direction des collèges qui se situaient dans les zones en difficulté. Et petit à petit, au fur et à mesure que cette expérience a été menée, eh bien, on s'aperçoit que tous les collèges de l'Essonne sont volontaires pour leurs classes de 4e et de 3e pour participer à ce concours d'éloquence. Il faut savoir que c'est des publics en grande précarité, en grande difficulté. Et le principe, et je m'arrêterai là, le principe, c'est on choisit une œuvre littéraire. La première, ça avait été l'œuvre de Zola, J'accuse, et on leur donne cette œuvre littéraire, ils la travaillent avec leur professeur. Il y a un substitut, un avocat qui se rendent dans les collèges une fois par semaine pendant 3 mois pour les aider à préparer un la défense, l'autre l'accusation. Ça travaille fort pendant 3 semaines et ensuite ils sont en concours dans la salle des assises de l'Essonne et je peux vous assurer que lorsque vous assistez à ce concours d'éloquence, vous vous dites qu'il y a des pépites en France et que si les moyens étaient donnés dans les collèges, on pourrait faire de toute cette jeunesse qui est stigmatisée en grande difficulté une vraie force pour la France. Donc ça avance, on en voudrait plus et je pense que grâce à la journée organisée par le ministère de l'Éducation nationale, on va pouvoir, je pense, commencer à sensibiliser les professeurs, mais surtout les élèves, parce que l'accès au droit, c'est l'accès au droit avec un S, et il faut que les jeunes comprennent j'y ai droit, j'y ai pas droit. Quand ils ont compris ça, moi je l'avais fait dans des écoles primaires à une époque, j'ai droit, j'ai pas droit, c'est un langage tout simple pour des enfants, mais quand vous commencez ça à l'école primaire, vous vous apercevez qu'au niveau du collège ça mature, et puis bon, par la suite encore plus. Alors, il peut y avoir des partenariats, notamment avec la PJJ, les policiers. Est-ce que c'est... Voilà. À Paris, il y a le centre Pathé. Alors moi, je travaille dans l'association Initia Droit, qui a le partenariat avec l'Éducation nationale. Et notamment, j'interviens sur un centre qui s'appelle le centre Pathé, à Paris 13e, et qui concerne des jeunes qui ont fait l'objet de sanctions disciplinaires pour des actes de violence commis à l'école. Donc plutôt que les mettre dehors
voilà, chez eux, on leur dit bah, vous allez passer une semaine au centre Pathé. Et là, il y a des policiers qui interviennent. Alors, c'est des enfants difficiles, hein, parce qu'il y a des violences. Et c'est très, très intéressant. C'est très, très intéressant parce qu'on voilà, on les met en situation, on reparle un peu de... Enfin, moi, je trouve que c'est passionnant de travailler avec ces enfants qui sont effectivement renvoyés temporairement de leur école et de travailler avec eux sur la règle, pourquoi est-ce qu'ils comprennent la sanction pour lesquelles voilà, ils sont dans le centre Pathé, enfin plein de choses très très intéressantes, et ça c'est un partenariat avec Initia Droit. Et d'autres professionnels interviennent. Lorsqu'il y a exclusion d'un enfant de l'école, qu'il puisse y avoir une structure qui puisse les accueillir plutôt que de retourner dans la famille, paraît tout à fait intéressant et une idée peut-être à essayer de tenter de généraliser. Hein. Et vous avez des éléments sur ce centre Pathé que vous pourriez nous faire passer? Merci beaucoup. Ce qui marche très bien aussi avec les jeunes sont les procès reconstitués qui, en Seine-Saint-Denis, où j'exerce, ont été mis en place par Jean-Pierre Rosenzweig, que vous avez auditionné, donc, et qui est à l'initiative de ces procès reconstitués qui fonctionnent vraiment très bien. Donc, le procès a lieu dans une salle d'audience avec les enfants. Alors, il y a différentes formules, parfois des vrais avocats, des vrais procureurs, et puis très souvent du travail qui a été fait en amont avec des enfants qui jouent le rôle du procureur, du président, etc., et avec un dossier qui a été travaillé avec eux largement en amont, et alors ils sont passionnés par ce genre de choses, et les questions fusent, et je veux dire, ça donne de très très bons résultats. Même expérience à Versailles où la cour d'appel avait même prêté ses locaux au lycée, mais là c'était au niveau lycée, je pense qu'il faudrait le faire même au niveau collège, et ça peut faire partie des cours d'éducation civique aussi, que de simuler un procès, et peut-être effectivement le faire sur des sujets qui les concernent, qui sont la justice des mineurs, puisque la justice des mineurs est à huis clos, donc ils ne peuvent pas venir au palais de justice pour y assister. En revanche, on peut faire des procès fictifs, et c'est très parlant pour eux. Pédagogique, effectivement. Alors Caroline, peut-être si tu poses ta question, et puis comme ça, si... D'accord. C'était toi ça. Moi, j'avais une question par rapport à l'initiative dont vous nous parliez en Essonne, mais au global, vous en avez peut-être d'autres aussi à apporter à notre connaissance. Vous parliez d'un partenariat avec le conseil départemental que vous avez mis en place il y a pas mal d'années. Comment ça fonctionne? Comment on peut faire en sorte de mieux travailler justement entre PJJ, ASE? Comment ça se concrétise? Alors, le travail a été fait lors de la création de notre commission mineure, il y a 30 ans, vous voyez, avec le conseil départemental, a fait l'objet d'une convention qui prévoit, si vous voulez, les droits et les obligations de chacune des parties. Nous, on s'engage à mettre tous nos moyens pour être toujours disponible pour assister les mineurs en difficulté sous différentes formes. C'est effectivement les mesures d'assistance éducative, la constitution de partie civile lorsqu'un mineur est victime de violences sexuelles, c'est l'assistance du mineur devant le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants ou la cour d'assises, et par le biais d'un avocat, un mineur. Ça, c'était une des conditions du conseil départemental qui ne voulait pas avoir affaire à plusieurs avocats concernant le même mineur. Parce que c'est un moyen, si vous voulez, de travailler en accord avec les éducateurs, mais aussi avec le référent ASE de la famille. Ça permettait d'avoir Et on a mis en place à l'époque aussi, mais là, les moyens manquent au niveau du conseil départemental, on avait mis un suivi jeune majeur qui permettait, si vous voulez, aux mineurs, lorsqu'il était devenu majeur, de continuer à être suivi avec le même avocat si jamais il avait des problèmes en qualité de jeune majeur et qu'on ne le renvoie pas à la commission d'office classique, mais que comme il avait l'habitude d'avoir un avocat, que ce soit ce même avocat référent qui le suive. On a fait ça dans l'idée d'une continuité et d'un véritable suivi et du mineur et de la famille. Je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est qu'il serait peut-être souhaitable d'envisager un statut pour les jeunes majeurs, enfin les 18-21 ans, enfin ça avant la majorité telle quelle, voire 18-25. En Allemagne, l'exemple de l'Allemagne, où les mesures maintenant se prolongent jusqu'à 25 ans. Les médecins vous diront que le cerveau d'un enfant se développe largement au-delà de la majorité. Et on se retrouve avec des ruptures de parcours très brutales à l'âge de 18 ans, alors que
mesures ne sont plus financées par la PJJ pour les protections de jeunes majeurs jusqu'à 21 ans et de moins en moins par les conseils départementaux qui, pour des raisons budgétaires, mais c'est extrêmement dommageable. Et je crois qu'il faudrait peut-être même dans le rendu de la justice, peut-être envisager un véritable statut de ce jeune, je ne sais pas, 18-21, 18-25, enfin en tout cas quelque chose sur lequel il me semble qu'il faudrait réfléchir. J'en profite pour rebondir parce que cette situation des mineurs qui ne sont plus pris en charge après l'âge de 18 ans, c'est évidemment quelque chose qui nous préoccupe particulièrement pour les mineurs isolés étrangers. Mais je ne voudrais pas que l'audition se termine sans avoir pu répondre, donner quelques pistes de réponse à votre troisième question. Sur 3, si je schématise par rapport à votre questionnaire, prévention, garde à vue et détention pour les mineurs isolés étrangers. Pour la prévention, évidemment, c'est à eux aussi, eux plus que d'autres peut-être, ont des difficultés psychologiques quand ils sont comme ça laissés livrer à eux-mêmes dans les rues. On ne prend pas non plus suffisamment en compte les vrais problèmes de traite. Alors, on a entendu parler il y a 2-3 ans de 10 000 mineurs isolés étrangers qui auraient disparu dans l'Union européenne, qui ont disparu où, on aimerait bien le savoir. Le chiffre aurait doublé entre-temps. On sait qu'il y a des réseaux de traite. Malheureusement, on n'arrive pas... on est plutôt, quand on a un jeune devant le tribunal pour enfants, en train de le condamner pour vol, plutôt que d'essayer de chercher pourquoi il vole et qui le pousse à voler. Même s'il dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, va faire ci et ça, on manque cruellement là aussi de vraies enquêtes, me semble-t-il, pour comprendre ce qui se passe autour de certains mineurs isolés étrangers. Ça, c'est pour ce qui concerne la prévention. Pour la garde à vue, parce que je crois que votre question était plus spécifiquement là-dessus, nous, on a constaté une dérive dans certains départements, il faut bien le dire, où on se sert de la garde à vue pour interroger le jeune sur son identité et, pire que ça, pour évaluer sa minorité. Donc là, effectivement, on ne peut que s'opposer de façon très vive à ces évaluations de minorité faites pendant la garde à vue. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. La garde à vue, on est dans une procédure pénale. Ce n'est pas le moment de faire l'évaluation de minorité prévue par la loi de 2016 et les décrets et arrêtés d'application. Donc là, effectivement, on est très choqués de voir des éducateurs, de voir des associations mandatées par le conseil départemental pour aller en garde à vue questionner un jeune sur son identité et sur son âge. Enfin, sur la détention, je le disais tout à l'heure, de la difficulté des jeunes qui sont isolés et en prison et qui ne voient pas d'avocat, qui ne voient pas de famille par définition puisqu'ils sont seuls. On se dit qu'il faudrait généraliser peut-être des réunions pluridisciplinaires, du travail en commun avec des PJJ, avec magistrats, avec avocats. On a un gros problème aussi, c'est qu'on n'a pas d'interprète. Donc même si on va voir le jeune au parloir et qu'on n'a pas d'interprète pour lui parler, vous voyez quelle est la pauvreté de nos moyens de défense à ce moment-là. Et j'en termine là-dessus, mais je vous remercie en tout cas d'avoir posé la question sur les mineurs isolés étrangers qui sont un échantillon très représentatif du fait qu'on pourrait faire mieux pour la justice des enfants. Merci à toutes et tous pour vos témoignages et d'avoir répondu aussi directement à nos questions. Est-ce qu'il est envisagé que vous nous fassiez un rendu écrit des questions qui vous ont été posées? Oui, très intéressant. Et à résumer de nos positions, si vous le voulez bien, en répondant à chaque fois de la manière dont nous l'avons fait, c'est-à-dire voilà. Merci. Merci. Et peut-être envisager par la suite des visites ou des rencontres à l'extérieur, notamment sur les centres pâtés là, que vous avez évoqués. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour nous, pour toucher du doigt et concrètement les problématiques. Merci.